Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retourne dans cette vidéo pour vous parler de l'échec des sciences cognitives. L'échec vis-à-vis de l'objectif initial de multidisciplinarité des sciences cognitives, mais aussi vis-à-vis de l'objectif de développer peut-être une nouvelle méthode, une nouvelle approche qui lui serait spécifique. Cette vidéo va être assez sévère vis-à-vis des sciences cognitives, même s'il s'agit de ma discipline de cœur, mais je pense qu'il faut être honnête sur la situation. Et à la fin de la vidéo, je mettrai en avant aussi le parcours académique en sciences cognitives, peut-être pour ceux qui seraient intéressés par cette discipline. Est-ce que je conseille de faire des études en sciences cognitives? Est-ce que je ne le conseille pas? Pour quelles raisons? Donc je vais faire vraiment deux parties dans cette vidéo, une partie plus théorique et une partie plus conseil pour ceux qui seraient intéressés par ce domaine. Je vais commencer par définir succinctement ce que sont les sciences cognitives, notamment avec une citation de la Fondation Sloan en 1978 qui disait « Ce qui a conduit à l'existence du domaine est un objectif de recherche commun, découvrir les capacités représentationnelles et computationnelles de l'esprit, ainsi que leur représentation structurelle et fonctionnelle dans le cerveau. » Donc là, il s'agit d'un but plus général et de l'objet de recherche des sciences cognitives, mais en termes d'implémentation pratique, les sciences cognitives se basent sur différentes disciplines et ont un objectif qui est multidisciplinaire. Notamment, il y a une figure qui est très connue vis-à-vis des sciences cognitives qui unit 6 disciplines différentes. Nous avons la psychologie, l'intelligence artificielle, les neurosciences, la linguistique, la philosophie et l'anthropologie, ainsi que leurs interactions fortes et faibles. La vidéo d'aujourd'hui traite du problème de l'unification des sciences cognitives, puisque en effet, comme je le mettais en avant, il y a 6 disciplines qui sont censés s'unir pour produire des documentations en sciences cognitives et répondre à un certain nombre de questions de recherche ou travailler sur le même objet en croisant leurs approches. Or, si ces 6 disciplines ont les mêmes résultats sans être unis, imaginons qu'il y ait un monde dans lequel il y ait les sciences cognitives, un autre monde dans lequel il n'y a pas les sciences cognitives, et que dans ces deux mondes, il y a exactement les mêmes théories qui sont produites, exactement les mêmes succès explicatifs. Dans ce cas, cela ne sert à rien de créer une discipline à part qui est censée unir les 6 disciplines, si finalement les 6 disciplines, même sans l'existence des sciences cognitives, auraient produit les mêmes théories, les mêmes modèles, etc. Donc là, c'est un petit peu ce que je reproche actuellement aux sciences cognitives et ce qu'on va essayer d'explorer dans cette vidéo, puisque certains sont contre l'unification des sciences cognitives, justement, c'est que j'ai l'impression que même sans l'existence des sciences cognitives, il y a tout de même des chercheurs qui s'inspirent des approches dans d'autres disciplines, qui lisent aussi d'autres disciplines, et qui ne sont pas non plus totalement hermétiques, mais sans parler véritablement d'unification avec ces autres disciplines, donc que les théories ne sont pas nécessairement spécifiques aux sciences cognitives, et qu'il n'y a pas d'approche unifiée dans les sciences cognitives qui justifierait un succès explicatif particulier. Donc comme je le disais précédemment, les sciences cognitives ont besoin de s'unifier sur quelque chose pour pouvoir être une discipline à part entière. Donc cela peut être au niveau de la méthodologie, au niveau de l'objet étudié, au niveau des modèles utilisés. Il peut y avoir différents niveaux d'unification, mais pour l'instant il n'y en a pas un qui a permis d'unifier les sciences cognitives. Et je vais expliquer pourquoi. Par exemple, on pourrait se dire qu'il faudrait une architecture cognitive générale commune sur laquelle toutes les disciplines se mettraient d'accord. Bon, il y en a peu qui sont connus au sein de la population, puisque ce qu'on connaît, c'est plus des modèles spécifiques à des capacités cognitives particulières, par exemple la mémoire, l'attention, ce genre de choses. Il y a différents modèles qui existent et qui sont connus. Mais en termes d'architecture cognitive générale, il y en a peu qui sont connus. Un exemple, ce serait l'ACTR. Mais encore une fois, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas, tout simplement parce que ça n'a jamais été adopté unanimement par toutes les disciplines, mais c'est une proposition d'architecture cognitive générale. Or, le problème de ce type d'architecture cognitive générale, c'est qu'elles sont assez vite infalsifiables, dans un sens popperien, lacatosien, tout ce que vous voulez. On ne peut pas tester si ces théories générales sont vraies ou non, puisque elles font des prédictions qui sont si générales et si peu précises que, en général, on peut essayer d'arriver à réagencer cette architecture cognitive pour que cela aille à nouveau avec les résultats que l'on a obtenus. Il y a beaucoup de paramètres libres, ce qui fait que ces paramètres libres permettent à cette architecture cognitive de se réajuster aux données assez facilement. Et en plus, dès que l'on teste des hypothèses en sciences cognitives sur une architecture cognitive générale, et même parfois sur des éléments plus précis, des modèles plus précis, il y a la théorie liée au modèle plus abstrait, et il y a la théorie de la tâche, puisqu'à chaque fois que l'on applique et que l'on essaie de tester ces hypothèses, il faut que l'on construise une tâche pour, par exemple, évaluer la mémoire, évaluer l'attention.
Et cette tâche a une théorie particulière. Il faut arriver à lier la tâche à ce que l'on veut tester et à construire une tâche qui est pertinente. Or, lorsque cela ne fonctionne pas par rapport à notre hypothèse, que l'on n'arrive pas à aller dans le sens de l'hypothèse de départ, il est difficile de savoir si le modèle est à remettre en question ou si c'est la construction de la tâche qui est à remettre en question. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le domaine des sciences cognitives, de la psychologie ou autre, une tâche c'est vraiment comment l'on va tester ce que l'on veut tester. Par exemple, si je veux tester la mémoire de travail ou l'attention ou autre, je vais peut-être choisir des chiffres, les afficher un certain temps à l'écran, voir combien de temps et combien de chiffres la personne va mémoriser. Donc c'est vraiment ce genre de choses que j'appelle tâches. Et donc à chaque fois, il faut arriver à identifier pourquoi l'organisation de telle tâche est pertinente pour tester tel concept. Et comme je le disais précédemment, il y a plein de paramètres qui sont libres dans les modèles généraux de la cognition, comme par exemple l'ACTR. Il y a 30 paramètres libres pour l'ACTR. Donc autant dire que vis-à-vis des données, l'ACTR est facilement compatible avec les données, mais ce n'est pas pour autant que l'ACTR permet de faire de bonnes prédictions. Et ce qui nous intéresse, ce sont les prédictions. Donc, ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est d'essayer de fixer certains paramètres pour essayer de voir si en les fixant avec une certaine valeur, on pourrait arriver à faire de bonnes prédictions et essayer avec plein de paramètres fixés de manière différente pour voir si avec un modèle qui est un peu plus contraint, on arrive à faire de meilleures prédictions. Bref, ce sont des modèles qui sont un peu ajustés à tâtons. Donc c'est sûr que je ne sais pas si c'est le gold standard scientifique, mais en tout cas pour l'instant en sciences cognitives il n'y a pas de modèle général de la cognition d'architecture cognitive qui est utilisé par toutes les disciplines, et ce qui fait qu'il n'y a pas d'unification vis-à-vis de cela. Une autre difficulté qui est liée à la multidisciplinarité, c'est le fait que la psychologie prenne de plus en plus de terrain sur les sciences cognitives et soit assez majoritaire dans les publications en sciences cognitives. Elle est en train de phagocyter littéralement les sciences cognitives, et je pense que la multidisciplinarité de manière générale est une entreprise très difficile. Tous ceux qui ont déjà essayé de mettre en place quelque chose de multidisciplinaire s'en seront rendus compte, et d'autant plus lorsque l'on parle de 6 disciplines différentes. Il ne s'agit même pas d'unir 2 disciplines, ce qui est déjà complexe, mais 6 disciplines différentes. Et il y a certains auteurs, je vous mettrai les sources en barre d'informations, qui ont essayé de voir le pourcentage de chaque discipline au fil du temps dans les sciences cognitives, et récemment la psychologie prend une place énorme dans la plupart des publications, contrairement par exemple à l'anthropologie qui ne faisait que 1% des publications de sciences cognitives, ou encore la philosophie qui n'était qu'à 3%. Et ce qui n'est pas étonnant, puisque ça reflète aussi, d'une certaine manière, l'argent qui est investi dans les disciplines comme l'anthropologie. Il y a beaucoup moins de chercheurs, moins d'argent qui sont investis, mais le déséquilibre paraît quand même énorme, et il y a quand même beaucoup plus de psychologie que, par exemple, de publications en intelligence artificielle ou autres, ou même en neurosciences, qui sont des disciplines qui sont quand même très développées, mais en sciences cognitives, ce sont les papiers en psychologie qui prennent toute la place. Donc pourquoi? J'ai différentes théories. Déjà, il y a le fait que la psychologie, ça peut être une forme de langage commun, puisqu'en effet, on parle de processus psychologiques. En termes de vocabulaire, on utilise des mots qui sont utilisés à la fois dans le langage commun, mais également en psychologie. Par exemple, l'attention, la mémoire, la conscience, ce sont des mots qui sont communs à la psychologie et en langage commun, et ce sont nos objets d'étude. Donc l'objet d'étude est en général au niveau de la psychologie. Ce qui fait que ça ne me semble pas étonnant que la psychologie prenne le dessus et que ce soit un peu la matière unificatrice vis-à-vis des autres matières. Mais après, il y a aussi peut-être des contraintes plus pratiques qui sont que il y a beaucoup de chercheurs en sciences cognitives ou même de masters en sciences cognitives qui sont proposés dans des cursus, dans des universités de psychologie, ce qui oriente nécessairement les cours, les professeurs qui sont inclus ou ce genre de choses. Désormais, je vais passer en revue les différentes méthodes qui ont été proposées pour unifier les disciplines des sciences cognitives et pourquoi ces méthodes ont échoué pour le moment. La première étant le réductionnisme. Le réductionnisme, cela consiste à prendre des concepts de plus haut niveau, par exemple des concepts en psychologie comme les désirs, les croyances, la conscience, et à essayer de les réduire à un niveau, par exemple, neurobiologique, comme la croyance, ça équivaudrait à telle interaction neuronale. Donc on crée une équivalence entre les deux, ce qui nous permet de réduire la croyance à une interaction neuronale, très spécifiée.
Or, dans notre cas, il y a un problème assez connu qui est le problème de la réalisabilité multiple. Il s'agit du fait qu'il n'y a pas une seule manière, une équivalence entre une interaction neuronale et une croyance. Il y a souvent en psychologie différentes manières d'arriver à un même résultat, à un même concept d'un point de vue psychologique. Or, cela fait qu'on ne peut pas réduire un élément final s'il y a différentes branches qui permettent d'arriver à cet élément final. Il faudrait qu'il y ait une équivalence entre les deux pour pouvoir réduire l'un à l'autre. Et si je prenais une métaphore qui avait été proposée par Fodor, si nous prenons l'argent, l'argent est un concept de plus haut niveau, mais en termes pratiques, il peut très bien s'agir de coquillages que l'on s'échange ou de pièces d'or que l'on s'échange. Il y a plein de possibilités concrètes d'argent que l'on échange, alors que le concept est unifié. Je voulais aussi préciser que réduire n'est pas chose aisée, il y a des conditions à respecter qui ne sont généralement pas respectées. La première étant d'avoir des énoncés qui sont clairs dans une forme propositionnelle, donc soit vrai, soit faux, avec soit une clarification sur la forme mathématique, par exemple la force est égale à m fois a, soit sous la forme de certaines implications, par exemple à chaque fois qu'il y a un stimulus X, il y a telle réaction Y, et en général il n'y a pas d'énoncé aussi clair en sciences cognitives auquel on peut répondre par vrai ou faux. Même si ça peut exister, ce n'est absolument pas impossible, mais disons que ce n'est pas forcément la règle générale. Souvent, on identifie plus des mécanismes dans un cadre précis, assez restreint. Après, encore en lien avec ce premier problème, c'est le fait qu'il faille identifier des lois nomologiques, donc des sortes de principes généralisables qui permettraient de faire le lien entre les deux disciplines, entre les deux niveaux. Or, comme je le disais, en général, on identifie des modèles, des mécanismes, mais qui sont applicables dans un cadre très précis, et souvent au sein de la discipline en elle-même et au niveau en lui-même. Et ces lois sont assez difficiles à généraliser. Troisièmement, il faut arriver à établir des principes ponts. Ce qu'on appelle des principes ponts, c'est arriver à comprendre quelle est la relation entre les différents concepts des différentes disciplines ou différents niveaux. Et est-ce qu'il y a des relations d'équivalence qui peuvent être identifiées? Par exemple, est-ce qu'on peut dire que la douleur au niveau psychologique est égale à l'activation de la fibre C au niveau neurobiologique? Or, en général, l'identification de ces équivalences est pratiquement impossible, ou alors c'est quand même très spéculatif, ou alors ça devient assez définitionnel dans le sens où si on est déjà réductionniste un peu dans notre tête, on peut très bien se dire si la fibre C ne s'active pas, c'est qu'il n'y a pas de douleur. Mais bon, je pense que la plupart des gens préféreraient partir plutôt du phénoménologique et faire le lien après avec la neurobiologie. Enfin bref, je vais pas rentrer dans ce débat-là, mais retenez que c'est très difficile d'établir des principes ponts. Bon, ensuite, il y a d'autres méthodes d'unification qui n'ont pas pleinement échoué, mais plus qui ne sont pas suffisantes, je trouve, pour unifier les sciences cognitives. Comme par exemple le fait de dire que l'on s'unifie autour d'une approche mécaniste de la cognition et que l'objectif des différentes disciplines est d'identifier des mécanismes qui seraient représentés par des modèles et d'essayer d'agencer leurs modèles entre eux. Mais c'est tellement quelque chose de général d'être quelqu'un de mécaniste, j'ai l'impression que c'est presque un présupposé de beaucoup de sciences actuellement, que je ne sais pas si ça permet réellement d'unifier ces différentes disciplines. De même, cela pourrait être d'identifier des unités communes qui pourraient être utilisées par les différentes disciplines, mais sauf que c'est déjà actuellement le cas. Par exemple, en psychologie, les fonctions exécutives, la mémoire, l'attention, ce genre de choses, ce sont déjà des fonctions qui sont utilisées par les différentes disciplines pour avoir une sorte de langage commun. Donc c'est déjà le cas, et ce n'est pas pour autant que ça crée une unité entre les disciplines. Après, il y a d'autres propositions comme essayer d'avoir une sorte de grand langage unifié en termes de mécanismes de processus, ce qui revient un peu à la première réflexion que j'avais faite sur l'architecture cognitive générale, mais là on parle plus de mécanismes, comme par exemple essayer de se baser sur les modèles prédictifs du cerveau qui sont assez à la mode en sciences cognitives, se dire que toutes les disciplines devraient accepter cette théorie du codage prédictif et se baser là-dessus, mais bon, déjà je ne serais pas forcément enchantée qu'ils imposent une théorie alors que cette théorie est très bien débattable, on n'est pas obligé d'y croire, et d'ailleurs j'aurais pas mal de critiques à lui faire. Et en plus, je ne sais pas si c'est facilement applicable à toutes les disciplines, sachant que il y a des disciplines qui ne sont pas forcément centrées sur les mêmes objets que la psychologie ou les neurosciences. Donc comment en anthropologie, comment en philosophie, on aborde le sujet de la cognition à travers ce codage prédictif? Est-ce que c'est juste réagir aux productions qui sont faites en psychologie? Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement que tout le monde s'accorde là-dessus?
Il y a également certains auteurs qui sont contre l'unification des sciences cognitives, comme par exemple Gentner, et l'argument est un peu similaire à ce que je viens de dire par rapport au codage prédictif. Le risque d'essayer d'unifier les disciplines en fixant peut-être une théorie générale, ce serait d'inhiber la création de nouvelles théories qui pourraient être plus pertinentes. Par exemple, si on avait fixé la théorie plus représentationnaliste, manipulation de symboles en termes de cognition, puisque c'était les théories plus anciennes de la cognition, eh bien peut-être que l'on ne serait jamais passé au connexionnisme, à la cognition incarnée, qui maintenant sont des théories qui ont plus le vent en poupe, puisque on se serait dit ah mais non, les sciences cognitives c'est ce type de théorie, et donc c'est comme ça qu'elles se définissent, ce qui pourrait fixer quelque chose et empêcher la création de théories plus intéressantes. Peut-être de même pour la méthodologie, il n'y a pas vraiment de remarques qui ont été faites là-dessus, mais le fait de fixer une méthodologie, peut-être que ça pourrait inhiber la création de méthodologies plus pertinentes, donc c'est un risque à prendre aussi de définir les sciences cognitives par une méthodologie ou par une théorie, c'est d'éviter le côté mouvant, qui peut être avantageux dans certaines circonstances. Mais bon, même si je comprends l'intérêt d'essayer de ne rien fixer, surtout d'un côté théorique, je pense que d'un point de vue méthodologique, c'est tout de même important d'essayer d'unifier certains aspects, parce que sinon on en revient à l'intérêt même des sciences cognitives et à leur existence. Est-ce que juste des disciplines à part les unes des autres et qui font des collaborations entre chercheurs pour essayer de comprendre le fonctionnement des autres disciplines ne donneraient pas exactement le même résultat qu'une discipline qui serait nommée sciences cognitives? Je ne vois pas trop quelle est la spécificité des sciences cognitives. Maintenant, je vais parler de mon expérience, puisque j'ai terminé de faire mon master en sciences cognitives, et cela pourra peut-être vous être utile si vous souhaitez faire des études dans le domaine des sciences cognitives, pour vous prémunir de certains défauts, et peut-être avoir conscience de la réalité des sciences cognitives avant de vous lancer. Donc déjà, je pense que finalement, l'un des intérêts principaux de la multidisciplinarité en sciences cognitives, c'est surtout au niveau académique et au niveau des études, puisque dans le master en sciences cognitives, nous sommes mélangés avec des personnes qui viennent de cursus extrêmement différents, puisqu'il n'y a quasiment pas de licence en sciences cognitives. En général, les gens font des disciplines qui font partie des 6 disciplines des sciences cognitives, et ensuite commencent un cursus en sciences cognitives au niveau du master. Et c'est ce que j'ai fait puisque j'étais en psychologie, et ensuite au niveau du master, j'ai bifurqué en sciences cognitives. Il y a des gens sinon qui viennent d'informatique, de mathématiques, finalement même aussi de disciplines qui ne sont pas explicitement citées dans les 6 disciplines. Ils viennent de linguistique, vraiment de plein de domaines différents, et en général en master ils acceptent les personnes d'horizons assez variés. Donc ça c'est assez intéressant, mais cela a aussi ses défauts dans le sens où par exemple si vous venez de psychologie, vous allez être beaucoup moins bon en statistiques que quelqu'un qui vient de mathématiques. Et de même, si vous venez de mathématiques, vous n'allez pas vraiment connaître la psychologie, et donc les cours de psychologie, vous pouvez avoir du retard. Donc le problème est qu'ils doivent composer avec des élèves qui viennent de milieux extrêmement différents, et donc que chaque cours qui est proposé, qui sont des cours de disciplines assez diversifiées finalement, sont des cours qui sont de niveau pas extrêmement élevé. En tout cas, j'ai trouvé. Parce que par exemple, si vous avez déjà fait de la psychologie avant et que vous avez de nouveau des cours de psychologie, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses que vous connaîtrez par avance. Après, cela peut vous donner des bonnes notes, donc ce qui est l'avantage, et vous devrez à l'inverse essayer de beaucoup plus travailler sur le côté apprendre à coder, apprendre les mathématiques, mais même là, bon, le niveau n'est pas non plus excessivement élevé. Donc je pense qu'en fonction de votre domaine d'origine, de votre curiosité naturelle aussi, vous pouvez être un peu déçu par le niveau des cours. Après, ça dépend où vous faites votre master. Si vous le faites à l'ENS, je ne pense pas que vous serez déçu par le niveau des cours. Mais dans une fac classique, le niveau des cours est assez tranquille et il y a quand même de la redondance. Mais de manière générale, j'étais quand même assez satisfaite de mes cours. J'ai trouvé qu'il y avait un certain nombre de cours qui étaient très intéressants et pointus. Mais je suis un peu attristée de ne pas avoir eu plus de cours en statistique et en programmation, puisque je pense que c'est un petit peu le nerf de la guerre après dans la recherche, même si la programmation avec l'IA, maintenant, c'est sûr qu'on peut un peu tricher, mais rien que pour arriver à comprendre ce que l'on fait plus en précision et également comprendre la logique statistique, je pense que l'on manque vraiment de cours en statistique, sachant que la plupart des gens qui font ce master se dédient à la recherche, c'est la principale voie d'issue. Donc, comme en recherche, le nerf de la guerre lorsque l'on publie des papiers, c'est d'arriver à faire de bonnes statistiques, même s'il y a plein d'autres aspects qui sont importants, bien évidemment, mais souvent c'est ce qui manque, je pense, aux personnes qui viennent de psychologie, de linguistique ou ce genre de domaine.
J'ai été un peu déçue du peu de cours en statistiques qui ont été donnés, et je pense qu'il faut par soi-même se renseigner et essayer de se former de son côté pour être un bon chercheur par la suite. Donc ceci étant dit, selon la discipline dont vous venez, je pense que vous serez plus ou moins avantagé. Par exemple, si vous venez de mathématiques, d'informatique ou autre, c'est beaucoup plus simple de rattraper la partie psychologie, puisque ce sont des connaissances qui ne s'accumulent pas, ce sont des connaissances qui sont assez isolées les unes des autres, donc vous pouvez très bien avoir un cours sur la mémoire sans connaître toutes les autres connaissances de psychologie et comprendre le cours sur la mémoire, alors qu'en mathématiques, il faut nécessairement avoir les bases pour ensuite apprendre le reste. Donc c'est plus simple de rattraper la psycho que de rattraper les mathématiques. Donc en fonction d'où vous venez, ce sera plus ou moins simple. Après, au niveau de l'interdisciplinarité, donc vraiment du fait d'essayer d'intégrer les matières entre elles et de les croiser et d'avoir un fil logique dans l'enseignement qui nous est donné, je n'ai pas trouvé ça très réussi. Après, ce n'est pas lié aux profs en particulier, chacun des profs en particulier, mais c'est plus lié, je pense, à la structure même de la fac et à l'organisation des cours, au fait que chacun fait son cours un peu dans son coin. Donc, on avait vraiment l'impression d'avoir juste des cours de maths après un cours de psycho, après un cours d'autre chose, mais que les profs étaient juste là pour leur discipline. Le prof de programmation, il faisait son cours de programmation, le prof de maths faisait son cours de maths, et voilà, chacun avait sa discipline, il n'y avait pas d'unification où, par exemple, tout le monde aurait pu se dire ok, on fait une semaine sur la mémoire, chacun essaie d'aborder la mémoire avec son prisme. Non, ce n'était pas du tout organisé comme ça. C'était vraiment chaque discipline fait son bout de chemin. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage, mais j'imagine que c'est pas forcément simple à organiser. Ensuite, au niveau des débouchés, c'est un petit peu le sujet sensible, puisque en fonction d'où vous venez, ça va être plus ou moins simple pour vous. Par exemple, moi j'étais dans une école d'ingénieurs, donc il y avait une partie des élèves qui étaient ingénieurs. Donc forcément, si vous avez déjà un diplôme d'ingénieur, les portes vous sont grandes ouvertes, vous n'avez pas spécialement de problème. Pareil, si vous venez d'informatique ou de mathématiques, ce sera beaucoup plus simple pour vous, puisque en sciences cognitives, ils cherchent des gens qui ont vraiment des compétences en programmation, aussi en programmation de réseaux de neurones spécifiquement. Des gens qui comprennent bien l'analyse de données, les mathématiques, ce sont des compétences qui sont très recherchées et qui manquent en sciences cognitives. Donc je pense que ce sera plus simple pour vous d'avoir un avenir dans le domaine. Après, si comme moi, vous venez de psychologie ou de linguistique ou ce genre de domaine, ça va être plus compliqué pour vous, puisque il va y avoir des thèses qui vont être proposées. Or, ces thèses sont des sujets extrêmement spécialisés, puisque nous sommes dans une ère de la spécialisation, donc vous allez devoir peut-être analyser l'onde alpha du cerveau en tâche d'attention dans telle circonstance. Voilà, ça va être ça le, le domaine de la thèse. Et le problème est que chaque thèse spécialisée a donc un domaine de spécificité. Par exemple, ça peut être les neurosciences, ça peut être... Bon, il y a beaucoup de thèses en neurosciences, ça peut être le machine learning, ça peut être autre chose. Et le problème est que vous ne serez spécialisé en rien. Si vous venez de sciences cognitives, vous aurez à la limite votre spécialisation de licence, mais par la suite, vous êtes un peu un touche-à-tout. Donc, si par exemple vous postulez à une thèse de sciences, de neurosciences, et que vous êtes en concurrence avec des gens qui ont fait un master de neurosciences, vous n'allez pas être choisi en priorité. Ce qui va vous donner un désavantage dans un certain nombre de thèses, puisque vous êtes un peu la personne couteau suisse, mais si la thèse n'est pas elle-même interdisciplinaire, ça n'a pas forcément d'intérêt pour le chercheur qui encadre la thèse de vous prendre vous, et pas quelqu'un qui est déjà spécialisé sur le sujet en question. La recherche par la suite est un milieu qui est quand même assez concurrentiel. Déjà au niveau des thèses, c'est pas forcément simple de trouver une thèse, et là, faire des sciences cognitives, c'est un domaine qui est spécialisé dans la recherche, donc c'est un peu la seule voie que vous avez par la suite. Même si en fonction de votre spécialité, vous avez peut-être d'autres voies. Si vous avez un diplôme d'ingénieur, bien évidemment, vous avez déjà votre diplôme, donc c'est bon. Mais en revanche, si juste vous avez fait psycho comme moi avant, eh bien vous êtes obligé de faire une thèse pour pouvoir avoir une débouchée par la suite. Donc c'est un petit peu compliqué, puisque c'est pas forcément simple de trouver une thèse si on ne fait pas dans la continuité de notre stage. Si vous trouvez un encadrant dans votre stage de Master 2 qui déjà veut vous prendre pour une thèse, vous présente à une école doctorale, etc., ça peut être plus simple, et il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Mais si vous ne faites pas votre thèse dans la continuité de votre stage de Master 2, il faudra trouver une thèse par la suite à travers les annonces qui sont postées en ligne, des chercheurs qui cherchent un étudiant qui pourrait faire la thèse pour laquelle ils ont obtenu une bourse. Mais ce n'est pas forcément simple, il y a énormément de concurrence. Même moi actuellement, ça fait depuis mars que je cherche une thèse et que je n'ai toujours pas trouvé, alors que j'ai un très bon dossier, que j'ai 2 masters, que j'ai eu des très bonnes notes, les meilleures de ma vie, mais je serai potentiellement sans emploi l'année prochaine. Donc au moins ça vous fera plein de vidéos, mais je suis un peu déçue, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi concurrentiel. Je savais qu'il y a des domaines qui sont concurrentiels, par exemple, je sais pas, la philosophie. Par définition, c'est concurrentiel, mais les sciences cognitives, je pensais pas que c'était aussi concurrentiel.
Donc j'espère trouver une thèse pour l'année prochaine, mais je vois à quel point il faut aussi travailler ces relations, essayer de trouver des chercheurs très longtemps à l'avance qui veulent bien faire une thèse avec nous, et ne pas juste essayer d'avoir des bonnes notes, parce que personnellement je me concentrais juste... Oula, vraiment chat miaule. Je me concentrais juste sur le fait d'avoir des bonnes notes, mais ça ne fait pas tout. Il faut aussi travailler ces relations, c'est très important. Mais oui, chouquette! Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que la complémentarité entre la partie théorique et la partie plus conseil aura été intéressante. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et à bientôt!